Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Hop, je vais juste augmenter un peu ton micro, c'est mieux. Okay. Parfait. Et bah écoute, alors oui, je t'ai pas dit, mais tout ce qui est intro ou trop, je le fais après, tout ça. Donc on commence direct dans la discussion, si ça te va. Ça me va. Super. Et bah Simon, merci de m'accueillir dans tes locaux, enfin dans vos locaux, parce que on va en parler, mais vous êtes 3 associés. Et merci pour de parler de ton sujet, parce que c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup et comment dire, particulier. Mais on va l'aborder assez vite. Je propose, pour qu'on sache tout de suite qui tu es, de te présenter. Qui es-tu, Simon ? Alors, je m'appelle Simon Joly, j'ai 40 ans tout juste. Je suis marié, j'ai une petite fille qui a 10 ans. Je suis entrepreneur depuis quelques années déjà. Ça fait un petit peu plus de 10 ans que j'ai commencé à entreprendre, alors dans différents domaines que celui dans lequel j'exerce avec mes associés aujourd'hui. Dans une autre région aussi, parce que je suis breton de souche, de retour depuis peu. Mais voilà, si je devais me présenter en quelques mots, je suis quelqu'un qui aime entreprendre, qui aime travailler, qui aime découvrir un paquet de choses. Ah, c'est top. Et justement, alors tu as presque anticipé ma question d'après, qui est, j'aime bien la poser celle-ci, c'est comment tu te définis dans ta vie professionnelle ? Dans ma vie professionnelle, je me définirais comme quelqu'un d'entreprenant pour le coup, d'entreprenant curieux, d'assez curieux, de très communicant. J'aime beaucoup comprendre et savoir ce que chacun pense de ce que l'on peut faire. Je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, imposer une idée, ça devient presque compliqué. C'est hyper important de prendre le temps de faire ce qu'on appelle tous des tours de table maintenant. Ouais. Après, il faut pouvoir bien les caler parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et, je veux pas dire que le temps c'est de l'argent, mais on le sait tous, ouais, voilà, presque. Mais non, c'est ça, je dirais qu'aujourd'hui, bien communiquer, c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement important. Et c'est un rôle que j'aime bien prendre. Ok, bah, c'est intéressant parce que j'aime bien poser cette question parce que en fait pour donner un peu la perception qu'on a de soi-même, mais de la perception qu'on a aussi de l'extérieur, parce que souvent on a l'image d'entrepreneur, hein, ce que tu es, de chef d'entreprise, et alors que tu vois, ta définition, tu n'as pratiquement dit aucun de ces mots-là, et tu as utilisé ta définition, et moi je trouve ça vachement intéressant, ça donne une bonne idée un peu de qui on est. Donc c'est top, merci pour cette petite présentation. Avant qu'on en vienne à se réunir et à ce que tu fais aujourd'hui, les auditeurs de ce podcast, je n'ai pas mes mots ce soir, dis donc. Ils le savent, voilà. J'aime bien revenir un peu sur l'expérience, sur d'où tu viens, un peu professionnellement. Et c'est notamment intéressant parce que toi, de ton côté, t'as pas commencé dans le secteur où tu es actuellement. T'as commencé même dans un tout à fait autre secteur, ce qui est plutôt relié à la mer. Ouais. Comment, notamment au nautisme, je crois que ça se dit comme ça. Comment t'en es arrivé justement à un peu ce secteur qui est quand même un secteur, de moi ce que j'en connais, donc pas grand chose, un peu fermé, c'est pas un secteur qu'on voit tous les jours, quoi. Non, c'est vrai que c'est un secteur assez particulier. J'y suis allé, alors je dirais comme beaucoup, surtout dans ce domaine extrêmement particulier, par passion. Okay. Depuis tout petit. J'ai fait des études commerciales, basiques, je dirais. Et sur la fin de mes études, j'ai voulu les orienter sur cette passion-là, du coup, qu'est le nautisme. Donc j'ai pris le pli de faire des études d'économie commerciale liées à l'activité du nautisme. Okay. Et m'orienter après, comme tu l'as si bien dit, c'est un métier de niche assez restreint. Donc du coup, j'ai voulu aller à l'endroit où
ce côté restreint a le plus d'effervescence. Donc je me suis retrouvé assez naturellement sur la Côte d'Azur, à l'opposé des souches bretonnes, pour aller exercer le commerce dans cette passion que j'ai failli dire, que j'ai toujours, qu'est le nautisme. Donc 15 ans là-bas, 15 ans sur la Côte d'Azur, à faire mes premières armes en tant que salarié dans le milieu du travail, hein, vraiment sorti d'études. Assez rapidement, je gagne en autonomie dans mon métier de technico-commercial, parce que dans le nautisme, il faut savoir faire pas mal de choses. Ouais, ça a l'air d'être complexe quand même. C'est assez complexe, ouais, c'est un métier qui a son propre vocabulaire, dans lequel je retrouve un petit peu de similitude même avec le nôtre aujourd'hui. C'est un métier assez complexe, qui est destiné à une clientèle particulière, à un milieu de passionnés. Donc il faut un niveau d'expertise, tout bonnement. Donc, même en le disant, je me rends compte que les métiers d'expertise, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Et du coup, à travers cette autonomie que je gagnais en grandissant, après, dans cette vingtaine d'années, c'est à ce moment-là que j'ai voulu devenir entrepreneur. Okay. Et en 2012, donc ça faisait déjà quelques années, je veux dire 5-6 ans que j'avais commencé à travailler, hein, en sortie d'études, j'ai créé ma première structure en tant que vendeur de bateaux, loueur aussi, réparateur, en ayant pignon sur rue sur différents ports de la Côte d'Azur, et en créant des bases de location, en faisant beaucoup de B2C, ce que je retrouve moins aujourd'hui dans notre activité. Mais en tout cas, voilà, c'est ma première expérience, qui était celle du soleil et celle du nautisme. Alors, le soleil, il y en a ici aussi, mais bon, un peu différent. Et qu'est-ce qui t'a donné un peu quel a été ce déclic un peu, parce que c'est souvent le cas, hein, dans les échanges que j'ai avec mes différents invités, c'est souvent, alors pas toujours, mais souvent des gens qui ont été salariés, puis entrepreneurs, parfois retournés dans le salariat, tout ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné un peu cette étincelle de dire « Je veux entreprendre ». Ouais, je veux entreprendre, parce que c'est quand même bien des choses différentes, quoi, par rapport au salariat. Alors, il faut que j'arrive à bien le dire. Ah. Il faut que j'arrive à bien le dire. Ce qui m'a donné cette envie d'entreprendre, pardon, c'est le fait de beaucoup travailler pour l'entreprise dans laquelle j'étais salarié, avec un patron avec qui je suis toujours ami aujourd'hui, avec qui je m'entends à merveille. Le fait d'entendre mon responsable à plusieurs moments me dire « t'as pas besoin de moi », le fait d'entendre mon responsable me dire « t'as les clés, tu peux tout faire, tu peux ouvrir, tu peux fermer, tu peux recevoir les clients, tu peux tenir la boutique, hein, si je puis dire », bah, il y a un moment, je pense, quand on a envie d'entreprendre, il y a une question qui arrive assez naturellement à nous, en disant « en fait, si je peux tout faire dans une boîte, pourquoi c'est pas la mienne ?» C'est intéressant, ouais. Voilà. Donc après, à travers différentes discussions, hein, avec ce responsable à l'époque, sur le fait d'avoir envie, par exemple, d'être intéressé à ce que cette entreprise-là peut fabriquer, naturellement, on se dit, peut-être plus facilement quand on est encore plus jeune, je suis chaud pour faire un reset et commencer de zéro. Donc après, tout dépend de comment on est installé dans sa vie, de ce que l'État peut apporter comme aide aussi, financièrement, de la dimension qu'on a envie de donner. Mais en tout cas, pour ma part, cette envie d'entreprendre, c'était le fait de comprendre assez rapidement que je pouvais faire pas mal de choses tout seul. C'est un angle intéressant, parce que qui montre un peu bien, je trouve, ta personnalité, parce que tu vois, pour avoir plusieurs fois échangé sur ce sujet avec des entrepreneurs, beaucoup, ça a été le thème de la liberté. Tu vois, la liberté de dire moi je veux être libre, même si bon, on pourrait discuter cette notion de liberté, mais dire moi je veux être libre vis-à-vis, pas avoir de contraintes de patron, de choses comme ça. Parce qu'Adam, en fait, j'ai presque envie de dire, c'est la liberté de pouvoir travailler plus. Ouais, c'est ça, et c'est ça en fait qui me fait ce que je remarque, c'est que tu vois, toi tu t'as pas trop cette approche de liberté, mais tu as vraiment cette dire en fait je bosse pour quelqu'un, mais presque je mène le bateau. C'est le cas de le dire. Et en fait, pourquoi je bosse pas pour moi? Parce que je vais comme ça mener mon bateau, et peut-être encore plus et avoir peut-être moins de contraintes. Ouais, c'est ça. Et puis je dirais même au tout début, dans les premières fois que tu entreprends, il n'y a même pas cette notion financière ou cette notion de chef d'entreprise ou de patronat ou ce genre de choses, même d'image, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, à tort ou à raison, hein, chacun voit midi à sa porte, cherchent plus une image aussi. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont besoin de dire mais je suis mon propre patron, même si je trouve que des fois c'est pas forcément
la place la plus simple. Ah oui. Voilà, c'est même une des plus risquées aujourd'hui. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais oui, il y a cette liberté de pouvoir, tout à chacun, définir la manière de devenir indépendant, en tout cas. Ouais. Et d'après ce que j'ai vu un peu sur ton parcours, donc tu as créé ta boîte dans le nautisme, tu as également fait un petit passage par de l'immobilier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait un peu changer de secteur ou tu as fait ça en parallèle? Alors, le nautisme est un beau métier, un très beau métier, mais quand tu es sur la Côte d'Azur, donc c'est un métier extrêmement touristique, quand tu es loueur de bateau, extrêmement lié au tourisme. Le tourisme de la Côte d'Azur en France, c'est là que la masse est la plus dense. Et en fait, je me suis retrouvé dans mon métier à travailler sans plus compter aucune heure, alors plus du tout. Je ne vais pas dire aux dépens de ma famille, parce que j'ai une famille qui me soutient énormément dans tout ce que je fais, dans mes choix. C'est qu'a priori, ils doivent être bons. Donc ça, là-dessus, c'est plutôt sympa. Mais non, puis à un moment, en fait, j'ai fait 14 ans de carrière dans ce domaine-là. Il paraît qu'on fait 3 grandes activités dans une vie, donc ça, c'était le temps de terminer la première. Okay. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une boîte qui tournait très bien et de pouvoir vendre cette société-là à un moment opportun. C'est pareil, une activité. Quand elle tourne, c'est le moment de se poser la question aussi, de se dire est-ce que j'arrête maintenant ou pas. Et puis tout naturellement, avec des copains, en fait, à un moment où j'ai vendu, je veux pas me retrouver sans rien faire. C'est quelque chose que je suis quasiment incapable de faire dans la vie. Tout bonnement, je me suis retrouvé à aller travailler avec des copains qui avaient des agences immobilières, qui ont toujours d'ailleurs, des agences immobilières sur la côte. C'est un métier que je connaissais pas, qui m'intriguait. Il y a toujours cette relation humaine pour moi qui est extrêmement importante. Oui. Comme je disais tout à l'heure, la communication pour moi c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc je me suis orienté vraiment instinctivement vers des amis et un travail plus qu'un domaine. Ok, ça c'est... Donc c'était une expérience, voilà, c'est pas un choix, ouais, c'était vraiment pour surtout pas être sans rien faire. C'est assez, c'est un point commun, je trouve, avec pas mal d'entrepreneurs qui est de ne pas vouloir ne rien faire, quoi. Moi, tu vois, j'ai eu ces cas, pareil, tu vois, c'est des choses, j'arrive pas, quoi. Là, j'ai eu, alors, entre deux travails, j'ai eu une période de pause. J'ai jamais autant travaillé pendant cette période de pause que pendant que normalement ce ne sont pas des pauses, ce sont des temps calmes pour pouvoir apprécier de travailler différemment. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, on en arrive un peu à se réunir, qui est... je vais resituer un peu. Là, tu es donc dans le sud de la France. Enfin, je suppose, hein, tu es encore dans le sud de la France, tu travailles un peu dans l'immobilier. On avance un peu dans le temps. Aujourd'hui, on est en Bretagne, dans une entreprise qui est tout un autre domaine, donc je vais te laisser expliquer. À créer un métier, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? En fait, j'ai envie de dire pourquoi, comment ça s'est fait ? Pourquoi pas ? Bah ouais. Pourquoi pas ? Donc ouais, comme tu dis, je suis encore dans le sud de la France, on est en 2018. Moi, je viens de vendre l'entreprise que j'avais créée dans le nautisme. Et à partir de là, j'ai donc un de mes 2 associés, je vais commencer par ça. Sur Rainier, on est 3 fondateurs. On est 3 fondateurs, on est 3 amis de très longue date. Et j'ai un de mes amis, Emmanuel, qui vient régulièrement me voir sur la Côte d'Azur. Je sers de résidence secondaire à beaucoup de mes amis bretons à ce moment-là, et qui vient me voir. Et comme à nos habitudes, ça fait plus de 20 ans qu'on est amis, comme à nos habitudes, lui est assureur de carrière. Ça fait à ce moment-là 17 ou 18 ans, peut-être même plus, qu'il est assureur. C'est le métier qu'il a toujours fait. Et puis on est dans le sud, donc on est en terrasse avec nos femmes, tout se passe bien, on mange, on boit un coup, et en général, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'en fin de soirée, il y a toujours un moment où on se retrouve tous les deux et on aime parler business. Okay. On aime parler de ce que lui fait, de ce que moi je fais à ce moment-là. Et il sait que j'ai vendu mon entreprise il y a quelques mois, que je fais de l'immobilier avec des copains. Et à ce moment-là, Emmanuel me raconte dans son business à lui, donc en tant qu'assureur,
que bénévolement, il aide des familles qui l'appellent parce que c'est un bon assureur et qui prend soin de bien écouter ses clients. Et il a certains de ses clients qui l'appellent, je ne vais pas dire régulièrement, mais de temps en temps, pour lui dire qu'ils viennent de perdre un proche, qu'il y a eu un décès et qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire administrativement, donc ils se retournent naturellement vers lui en se disant voilà, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je dois commencer par quelque chose, est-ce que je dois demander, est-ce que j'ai le droit à quelque chose, qui je dois prévenir, par quoi je commence, comment on fait, sachant que j'ai un enterrement la semaine prochaine, sachant que il y a d'autres choses à faire, j'ai mon travail, sachant qu'il y a des enfants, voilà. Le décès, donc c'est le sujet qu'on a choisi de prendre à bras le corps. Le décès, c'est un sujet qui est plus tabou chez nous, pour le coup, qui est pas facile à prendre au départ, mais qui est plus tabou. Ça, je vais en reparler juste après. Mais donc du coup, c'est comme ça, on est dans cette soirée-là, il me parle de ça, et avec l'esprit libre que j'ai à ce moment-là, je me dis, mais qui fait ça? Juste ça, juste vraiment cette question-là, qui fait ça? Et on regarde et sur nos téléphones, il est un peu tard à ce moment-là, et on se rend compte que personne. Tu as des solutions que tu as mis en place, il y a des assistantes sociales, il y a des avocats qui travaillent à l'heure, il y a des entreprises qui existent dans le monde du funéraire qui te proposent de te donner certains modèles de courrier, mais qui font que tu vas déclarer un décès à différents organismes. Mais moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était sa définition de mes clients m'appellent pour que je puisse le faire pour eux. Et c'était notre modèle. Donc c'est né à ce moment-là, en quelques minutes. Vincent, mon deuxième associé, arrive tout de suite parce qu'on se rend compte qu'on vient de mettre le doigt sur un truc assez fou. Et c'est hyper fort comme sensation de se dire waouh, tu viens de mettre le doigt sur un truc que personne ne fait. Tu penses que ça existe qu'à la télé, eh ben, on a réussi à mettre le doigt dessus. Donc tout de suite on se dit ok, il faut être 3. Et à partir de là, on se rend compte qu'on a 3 caractères, 3 manières de travailler hyper compatibles pour aller chercher créer un nouveau métier. Donc si je peux présenter mes deux amis associés, si tu veux, avec plaisir. Donc moi, on a compris qu'il y a un parcours plus entrepreneurial. Donc dans l'entreprise aujourd'hui, chez Sorenir, je m'occupe, on va dire nativement plus de la gestion interne de l'entreprise. Donc je manage plus la partie support, qui est sur les ressources humaines, sur la SI, les systèmes d'information, le financier. Et aussi beaucoup la communication, qui est devenue un sujet qui m'a intéressé pareil nativement parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et dans une entreprise après à taille humaine et qui grandit, un service de communication naît. Donc du coup, j'ai voulu en prendre le management assez rapidement. Tu as Emmanuel du coup qui a se passé d'assureur, qui a compris lui administrativement ce qu'il fallait faire et comment ça pouvait marcher. Lui aujourd'hui chez Sorenir, il gère essentiellement la partie back-office du coup. Toute la partie production, la partie téléphonique pour pouvoir répondre aux familles. Et Vincent, lui, de carrière, en fait, c'est un homme de terrain. Il a travaillé beaucoup dans le paramédical, dans le dentaire aussi, commercialement, sur des grandes zones, à travers des grands comptes. Et du coup, Vincent, lui, gère toute la partie à grand compte, du coup, partenariat commercial à l'extérieur de l'entreprise, pour aller chercher à ce que les familles nous rencontrent et puissent travailler avec les équipes d'Emmanuel. Et on a développé une particularité que Vincent gère aujourd'hui, c'est qu'on fait du phygital chez Sorenir. Ok. Oh, un gros mot. C'est un mot qu'on adore, ouais. Et ce mot-là, on le traduit en fait par oui, on est en 2024. Oui, le digital et l'IA, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, c'est des domaines dingues, mais faut pas oublier l'humain. C'est hyper important. Et du coup, on a voulu conserver dans notre métier d'aujourd'hui du domicile. Vincent gère cette partie-là, c'est là où je voulais en venir. C'est que on a à peu près 30% de nos rendez-vous aujourd'hui qui se passent à domicile. Pourquoi ? La règle, elle est assez simple, en fait, la chose est assez simple. On l'exprime par de la fracture émotionnelle. Les gens, les familles
se déchire, hein, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. La fracture géographique. Aujourd'hui, les familles sont éclatées. Moi, j'en suis un exemple, hein. Mes parents vivent à Angers, j'ai un frère à Bordeaux, l'autre à Lyon, et moi, je vivais sur la Côte d'Azur. Ouais. Et je suis pas un cas isolé, loin de là. Ouais. Donc, la fracture géographique et la fracture digitale. Aujourd'hui, quand tu veux aider une petite mamie, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, qui a 90 ans, qui vient de perdre son mari, mais qui vit dans des zones rurales, tu peux pas lui demander au téléphone de prendre un document dont tu as besoin toi pour travailler, qu'elle le scanne avec son smartphone et qu'elle te l'envoie par mail. C'est pas possible. Donc si tu veux répondre au plus grand nombre, on a décidé de garder la main aussi sur le domicile. Alors, plein de choses. Plein de choses. C'est juste dingue déjà sur le moment, hein, d'avoir l'idée. C'est là où je trouve ça incroyable parce que c'est un peu le moment qu'on aimerait tous avoir en tant qu'entrepreneur, ouais, d'avoir la bonne idée. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça procure un sentiment extraordinaire de se dire waouh, on met le doigt sur un truc, et ça fait même peur parce que les premiers mois, même pour pas dire la première année, on n'a pas voulu en parler. Ah oui, ouais, t'as peur. Ouais. T'as peur parce que tu te dis qu'à ce moment-là, bah, financièrement, t'as pas de quoi monter. Tu vas devoir t'expliquer à des gens qui, eux, certainement peuvent le faire financièrement. Comment tu fais, comment tu te protèges. Donc, tu cherches plein de choses. On a créé des documents qui s'appellent des lettres solo où tu racontes ton histoire, qui fait que tu peux prouver demain devant un tribunal que tu es le premier à avoir fait ça. Ce sont des documents juridiques qui te protègent. On va savoir quelle valeur ça a aujourd'hui, mais on a cherché à faire tout ce genre de choses parce qu'on voulait absolument protéger l'idée que l'on avait eue, donc à travers l'INPI, à travers des documents solo, comme je te dis. Mais oui, waouh, c'est toujours impressionnant. Et justement, tu me dis que vous étiez deux à avoir, enfin l'idée, non pas l'idée, mais où il y a eu il y en a un qui a l'idée. Un qui a l'idée parce que du coup il le fait déjà. Ok, bah oui, ton associé Emmanuel, toi tu le rejoins, et comment vous vous dites, bah en fait est-ce que ça se fait naturellement, le fait que vous avez besoin de quelqu'un d'un troisième, est-ce que c'est pas en parlant, c'est... Puis ce que tu dis sur tout ce qui est abus de faiblesse, c'est effectivement le cas, parce qu'on parle d'argent. Bon, ça encore, c'est des sujets très, en France, on va dire tabou, voilà, des choses comme ça. Mais bah, le décès, c'est des moments où les gens sont effectivement, et ça tu en parleras mieux que moi, très vulnérables, et ça peut vite dériver, même parfois sans le vouloir, je suppose. Donc vous avez dû sûrement mettre des garde-fous un peu partout pour éviter, quoi. Juridiquement, à ce moment-là, on comprend très très vite que juridiquement, il faut se blinder. Alors pour nous protéger, nous, hein, au départ, c'est ce que tu fais tout de suite. Hein, tu penses d'abord à toi, hein, t'es obligé. À toi, à l'entité que tu crées. Tu penses aux familles que t'aides aussi. En disant qu'une famille que t'aides, il ne faut pas qu'elle se mette en porte-à-faux non plus, à signer n'importe quoi, à accéder à n'importe quelle demande, qui fait que dans le système,
c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Des fois, le système fait que tu vas tamponner quelque chose, signer quelque chose et qu'il n'y a plus de marche arrière possible. Et que défaire quelque chose administrativement, bah, Compliqué, quoi. c'est compliqué. En France, on a la chance d'avoir un pays où administrativement on peut faire tout, mais c'est aussi notre problème. C'est que du coup, on peut tout faire. Donc du coup, beaucoup de choses s'enchevêtrent, beaucoup de choses s'entassent, s'empilent, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on a créé ce domaine d'expertise, en disant aux familles, voilà, on sait comment faire, on sait lire le système, du coup on sait par où il faut passer, on sait ce qu'il faut demander, à quel moment. Donc n'allez pas créer, vous, quelque chose qui pourrait vous mettre en porte-à-faux, et du coup tout bloquer derrière. Il y a un petit exemple que j'aime bien prendre souvent, je suis assez friand de la métaphore. C'est comme si tu allais voir un garagiste avec un moteur à moitié démonté, parce que ton voisin fait de la mécanique et qu'il a voulu t'aider, et qu'après tu vas voir le concessionnaire, du coup, marque de la voiture, en lui disant que il faut remonter parce que ça marche pas. Je suis prêt à te garantir que le concessionnaire touchera pas ton moteur, parce qu'il va te dire, du coup, je peux pas identifier le problème, je sais pas comment ça a été démonté, et surtout tout ce que je vais devoir faire derrière, malheureusement, je vais devoir en être responsable. Donc je peux pas. C'est pour ça qu'on explique qu'aujourd'hui qu'il faut intervenir pour nous le plus rapidement possible. Et ça demande justement une... Alors ça m'amène une question qui est... et pour l'avoir vécu, alors moi de loin, hein, le décès forcément, c'est comment vous faites connaître, comment vous intervenez dans le process avant, parce que quand on a un décès, bah, on sait que voilà, faut organiser des funérailles, il y a tout, bon, tout cet aspect-là, mais en fait on se dit pas, enfin c'est pas comment, mais quand est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous intervenez après l'enterrement, avant l'enterrement? Comment ça se passe un peu? C'est une excellente question parce que, comme je te le dis depuis le début, c'est un métier que l'on a créé. Donc cette question, c'est normal que tu te la poses pas, j'ai envie de dire, parce que ça n'existe pas. D'accord ? Quand tu cherches quelque chose qui n'existe pas, bah, tu t'en préoccupes pas. C'est normal. Donc notre premier challenge, c'est d'aller expliquer que tu as besoin de quelque chose que tu ne connais pas. Ce qui est dur. Ce qui est très dur. Après, tu peux le prouver assez facilement parce que la télé parle de déshérence, parle de fonds non récupérés, donc c'est assez facile, si je puis dire, pour ceux qui sont appétents à entendre parler de ça. Mais du coup, avant de t'expliquer comment on fait, je veux juste recentrer sur pourquoi on a créé Sorénir. Le premier service que l'on a créé, c'est faire valoir les droits des bénéficiaires. Ok. C'est-à-dire que Sorénir, déjà, le nom Sorénir, c'est une formule. C'est vrai que ça saute pas aux yeux tout de suite, mais Sorénir, c'est une solution de recherche, et d'investigation et de récupération. Ok. La formule Sorénir. Donc, c'est-à-dire qu'on veut solutionner et rechercher les fonds qui reviennent aux ayants droit suite à un décès. Donc ça, c'est notre premier leitmotiv. On a tellement été sûr et on est tellement sûr de notre coup aujourd'hui que c'est un service que l'on propose et qui est rémunéré chez Sorénir qu'au succès. C'est-à-dire que dès lors où on recouvre, Sorénir est une société de recouvrement, dès lors où on recouvre des fonds pour toi, ayant droit, Sorénir se rémunère. Mais quand il n'y a pas de fonds à récupérer, on remet un rapport à la famille en disant voilà, le système ne vous doit rien et vous ne devez rien à Sorénir non plus. C'est osé. C'est quelque chose qu'on voit pas on voit pas souvent. Tu vois ça un petit peu, par exemple, dans le métier de la généalogie aussi. Ok. Et ça s'appelle travailler au succès. Mais aller interroger des bases en découvrant qu'il n'y a rien. Le modèle qu'on a choisi, c'était pas d'aller démunir peut-être quelqu'un de fonds, alors que nous, on peut pas lui en faire reverser. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Sorénir au départ. Et après, Sorénir a par tâche d'huile, si je puis dire, pour intégrer, tu vas voir où je veux en venir, pour intégrer les différents marchés qui nous intéressent, on a été chercher à rentrer par des produits qui sont connus. Ce qu'on appelle un produit d'appel. D'accord, que quelqu'un peut découvrir facilement et comprendre, et que j'amène après vers la solution Sorénir. Donc, nativement, on s'est retrouvé à aller vers le marché du funéraire. C'est là que sont les défunts, les familles de défunts. En France, aujourd'hui, c'est à peu près 650 000 décès par an. D'accord ? Un seul acteur, Sorénir, pour faire ça.
La manière dont on travaille, c'est avec un mandat. D'accord. Là est toute la différence en fait. C'est qu'on a décidé de juridiquement construire quelque chose qui me permet de travailler à la place de. C'est-à-dire que je regarde la famille et je lui dis je vais prendre votre sac à dos qui est rempli de lourdeurs administratives et financières et je vais m'en occuper. Vous avez un deuil à faire et le reste c'est mon métier. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. D'accord ? Donc pour revenir au marché externe, il y a des solutions qui existent, comme je disais tout à l'heure. Tu as des entreprises depuis X années qui proposent ce qu'on appelle des courriers, en fait. Courriers de démarche, ce sont des courriers types. Et ces courriers-là, tu vas, toi, ayant droit, les remplir et les envoyer aux différents organismes si tu arrives à tous les identifier à ce moment-là. D'accord ? Parce que tu n'es que ayant droit à ce moment-là. Hein, ton métier, c'est pas d'aller faire valoir tes droits. Toi, tu fais ce que tu peux. Et à travers ces courriers-là, en fait, tu vas déclarer le décès du proche et de la meilleure manière possible, celle qui t'est donnée, c'est-à-dire le courrier à ce moment-là. Et donc on appelle ça les forfaits de résiliation. Ce que tu veux, c'est résilier à travers ces courriers-là. Tu veux résilier des différents abonnements que le défunt pouvait avoir à travers la déclaration de ce décès-là, ou changer par exemple des noms parce que tu es toi fils et c'est ton père qui décède, mais pour ta maman tu veux l'aider et tu veux pas lui couper l'eau, l'électricité. Ce que tu veux, c'est juste changer le nom parce qu'on ne laisse pas le nom d'un défunt sur un contrat. Donc ça, c'est quelque chose qui existait. On a pris ce modèle-là parce qu'il est connu, mais en mettant notre patte, c'est-à-dire que on fournit pas les courriers, on les fait. On les fait, on les stabilise juridiquement, on s'assure que les courriers n'aient pas d'impact juridique. Je vais te dire ça de manière simple. Tu envoies un courrier, tu déclares un décès à l'assurance. Est-ce que l'assurance, elle va pas juste appuyer sur le bouton en disant ok, je la coupe. Par contre, voilà, est-ce que par exemple pour une voiture, est-ce que la voiture roule toujours? Est-ce que quelqu'un s'en sert? Est-ce qu'elle est dehors? Est-ce qu'elle est dans un garage? Si elle prend feu, comment on fait? Donc on a décidé de construire nous-mêmes les courriers, de faire du sur-mesure en permanence et de tout faire à la place d'eux. Il y a vraiment un souci d'accompagnement et de personnalisation fort pour faire à la place d'eux. C'est pas un souci d'accompagnement, c'est qu'il n'y en a pas. Ce qu'il y a en place depuis des années, c'est de donner des outils déclaratifs. Et après, tu as des plateformes qui te disent que pendant 2-3 mois, du coup, elles vont t'apporter assistance. C'est-à-dire qu'elles vont te permettre de les appeler. Tu vas leur dire, alors oui, j'ai envoyé mon courrier. Il y a une semaine, la banque, l'assurance, l'État, la CPM m'a répondu. Il me demande ça comme information. Qu'est-ce que je lui réponds? Cette assistance-là, elle va être limitée à 2-3 mois, par exemple. Vous prenez en charge On est nos limites. On n'a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire que la mission, on la prend et on va au bout. Toujours. Et ça, c'est juste pour le phénomène de résiliation qu'on a voulu s'accaparer parce qu'il était connu à travers ces courriers-là dans le métier du funéraire, par exemple. Dans le milieu du funéraire. Et après, on est venu nativement construire d'autres services assez simplement à travers les demandes en fait, des familles qui arrivaient à nous au fur et à mesure qu'on comprenait notre métier. On a voulu enregistrer la pension de réversion très très rapidement. La pension de réversion, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. De loin, on va dire. La pension de réversion, en fait, c'est quand tu as un couple marié, si ces deux personnes-là travaillaient tout au long de leur carrière, elles avaient un salaire, d'accord ? Et quand tu es à la retraite, tu as une retraite. Voilà. Tu vis avec 2 retraites. Quand une des 2 personnes décède, si ces 2 retraites faisaient la combinaison d'un revenu dont tu as besoin, quand l'un des 2 décède, tu as la moitié du revenu qui disparaît. D'accord ? Donc là, il faut aller vite. Il faut aller très vite pour que le conjoint survivant, c'est des mots un peu forts, mais c'est comme ça qu'on dit, pour que le conjoint survivant puisse prétendre à la pension qui doit lui être reversée. C'est ça qu'on appelle ça une pension de réversion. D'accord ? Aujourd'hui, pour faire cette déclaration et cette demande de pension, c'est des CERFA, c'est à la main, c'est anxiogène, tu ne sais pas forcément comment faire. Il faut que tu envoies ça à la caisse de retraite générale, au bon service, à la bonne personne. Est-ce que tu sais s'il y avait des complémentaires, des surcomplémentaires? On se retrouve face à des générations aujourd'hui où, moi je prends l'exemple par exemple d'une de mes grand-mères à l'époque, avant qu'elle décède, ma grand-mère elle était mère au foyer, elle travaillait pas, c'est mon grand-père qui s'occupait
des finances. De tout. Et c'est assez général dans la génération qu'on accompagne aujourd'hui. Donc tu peux te retrouver face à des petites mamies qui te disent en fait c'est mon mari qui s'occupait de tout ça, donc moi je sais pas ce qu'il faut faire. Donc on a pris encore une fois ce sujet à bras le corps, et aujourd'hui Sorenir fait des enregistrements de pension de réversion en 24 heures. On veut aller très très vite pour que ce sujet anxiogène du quotidien, de pouvoir payer le loyer ou même de se nourrir, j'ai envie de dire, n'en soit pas un. Il faut aller très très vite à ce moment-là. De ce que je vois, hein, et j'en doutais pas trop, mais il y a quand même un aspect humain dans votre métier. Et ce que tu disais tout à l'heure quand vous accompagnez la personne, et tu donnais l'exemple de la petite mamie, il y a quand même un aspect humain qui est juste énorme. Qui est très fort. Mais j'allais dire, t'es obligé. On est obligé de rien, mais en tout cas, on a voulu tout construire autour de cette valeur-là, l'humanité. On le fait beaucoup dehors, on essaie de le faire au maximum à l'intérieur aussi. C'est jamais évident, hein. C'est ce qu'on dit toujours dans l'entreprise, l'humain c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais à l'extérieur aussi, hein, on le voit tous les jours à la télé, que l'humain c'est ce qu'il y a de plus compliqué. T'es obligé, tu peux pas, face à une personne endeuillée, tu peux pas faire de commerce, tu peux pas, comme tu disais tout à l'heure, tu peux pas raisonner forcément quelqu'un. Donc on a dû même construire tout un discours au téléphone pour expliquer aux gens comment on fait, pour les sensibiliser aux différentes démarches auxquelles ils vont être confrontés. C'est pour ça que les premiers appels qu'on fait en fait ne sont pas payants, rien du tout. Ouais. On explique aux gens ce à quoi vous allez être confrontés, et du coup on va, à la fin de cette discussion-là, leur expliquer qu'on peut le faire à leur place. Et là tu rentres dans un schéma commercial, mais au départ on te sensibilise sur ce que tu dois faire. D'accord ? Donc à travers ces différents services, donc, comme je te disais, la résiliation, la pension de réversion, et après au fur et à mesure que les demandes arrivaient, on fait, je vais rentrer un petit peu moins dans les détails, mais on fait de la mise en conformité de carte grise, typiquement. Tu ne peux pas te retrouver avec le nom d'un défunt sur une carte grise, ça c'est pareil, c'est pas possible. On avance sur la résiliation numérique. Voilà. Facebook qui dit qu'en 2050, tu as un internaute sur deux qui sera décédé. C'est fou. Sur le réseau. Donc on fait disparaître aussi la vie numérique. Vous avez... Vous pouvez toucher jusqu'à combien enfin, j'avais appelé ça de service, mais c'est pas vraiment de service, mais de choses à faire comme ça. Parce qu'il doit y en avoir des dizaines. On s'est centralisé sur 5-6 services majeurs. Okay. C'est-à-dire que la recherche de fonds, comme je te disais tout à l'heure, faire valoir les droits, c'est vraiment ce pourquoi on milite, ce pourquoi on a créé Sorenir. Après, on a la résiliation de documents, le changement de nom, comme je te disais, la pension de réversion, la carte grise, ça fait 4. L'arrêt numérique, qui devient un nouveau sujet. Vraiment résilier numériquement une vie, c'est pas chose simple. Et on explique aux familles que c'est des phénomènes assez importants, hein, quand tu te retrouves, et on l'a tous eu, hein, avec des bons anniversaires sur le réseau social. Toi tu sais que la personne est décédée, mais sur un réseau on est tous copains, mais on le sait, hein, on est tous copains avec les 600, 700, 800, 1000 personnes que l'on a sur les réseaux. Donc tout le monde n'est pas au courant qu'il y a eu un décès. Donc on explique ça aux familles en disant qu'à ce moment-là, quand ça revient, c'est douloureux, on n'en a pas besoin. Donc on fait ça aussi. Et là, après, on a voulu développer, encore une fois, je me répète, mais sur les besoins que formulent les différentes familles. On a développé ce qu'on appelle la conciergerie chez nous aujourd'hui. Okay. Ça, on travaille avec des acteurs extérieurs. Typiquement, quand je te disais là qu'on met en conformité une carte grise, j'ai une personne qui va me dire « Ok, super, la carte grise va être aux normes, mais la voiture, j'en fais quoi ?» Ah oui. Ouais, c'est simplement ça. Donc du coup, on a été chercher des gros acteurs qu'on voit beaucoup à la télé, des gros acteurs qui permettent de te donner un prix très très rapidement en disant la voiture on vous la rachète tant, voilà, venez nous voir et puis ce sera terminé. Et on a fait ça aussi, pareil, avec des acteurs nationaux pour pouvoir débarrasser un logement. Pas déménager, je dis bien débarrasser. Parce que quand tu appelles une société de déménagement, elle te dit ok super, j'enlève tout mais je mets ça où ? Oui. Voilà, donc je parle bien de débarrasser. Et on travaille avec des acteurs qui, eux, ont un certain nombre de boîtes à travers toute la France et qui peuvent aller débarrasser, recycler, même récupérer certains objets du mobilier et les revendre pour pouvoir diminuer la facture aussi qui est destinée à la famille et libérer le logement parce que derrière ça va être vendu. Et là, tu rentres dans ce qui concerne le travail du notaire. J'en profite pour dire que tout ce qu'on fait, que les gens comprennent bien, tout ce qu'on fait financièrement n'intervient pas dans la succession. On travaille en dehors de la succession. C'est-à-dire qu'une succession ait lieu ou non, Sorenir a toute son importance. Tu as dans les phénomènes de succession un minimum de capital à avoir
pour te retrouver devant un notaire, par obligation, d'accord, c'est 5 000 et quelques euros, mais tu as un décès sur 2 qui n'est pas concerné par le notaire. Tu as beaucoup de CSP, quand tu es avec un compte chèque à zéro et locataire et que tu n'as pas de patrimoine, tu n'as pas besoin d'aller devant un notaire en tant qu'ayant droit pour mettre tout ça en place. La succession peut être déficitaire aussi. Il y a des défunts qui laissent des dettes. Hein, ça existe. Dans tous ces cas-là, en fait, Sorénière peut exercer. Dans tous ces cas-là, ça nous permet de quand même aller recouvrir les fonds qui sont destinés aux familles, les fonds d'État, des fonds privés, des prévoyances, tout ce qui te revient. En fait, tout ça n'intervient pas dans la succession. Donc, on a vraiment fait de ce sujet-là un sujet sociétal, en fait. Donc, le travail du notaire est complètement à part. Donc c'est bien. Et en plus, c'est deux métiers bien différents. Et voilà. Complètement différents, on ne se marche pas sur le plate-bande. Nous, on prévient les notaires très vite qu'on est en train de travailler pour une famille, qu'elle va se retrouver dans sa succession quelques semaines, quelques mois après. Mais tu vois, ça me permet de rebondir sur ce que je dis par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, sur le quand est-ce qu'on intervient. Typiquement, j'en ai un peu parlé, mais le plus rapidement possible. C'est-à-dire, on intervient pré- ou post-cérémonie. Funéraire. C'est-à-dire qu'on est avec la famille, 3-4 jours après le décès. Tout de suite. On leur montre que le funéraire, le métier du funéraire est là pour s'occuper du défunt. Le funéraire va s'occuper de faire une belle cérémonie, de convoyer, c'est le mot qu'ils utilisent, le défunt vers ce que tout à chacun pense à ce moment-là. Mais dès que la cérémonie est passée, voilà, là maintenant c'est à nous de jouer et c'est l'administratif et le financier qui rentrent en jeu. La partie, je ne veux pas dire que l'autre partie est très marrante, parce que ça ne l'est pas, mais c'est la partie qui peut être lourde et longue. Lourde et longue, c'est celle aussi qui peut faire éclater des familles, c'est celle qui crée des sous-entendus, des malentendus. Donc il faut créer à ce moment-là un climat de confiance. Et quoi de mieux pour créer un climat de confiance que d'avoir affaire à quelqu'un de neutre. Et Sorénière, c'est tout ce qu'on a créé, c'est pour ça. Justement, j'en reviens un peu à la création. Tout à l'heure, tu me disais l'idée, le projet naissait mi-2019, la création fin 2019. Aujourd'hui, on est en tout début 2024. C'est ce que tu m'expliquais un peu avant qu'on enregistre le podcast. Vous avez travaillé pendant un an et demi à 3. Ouais, c'est ça. À peu près, dès qu'on a créé Sorénière, la première année, tu regardes comment ça peut exister. On découvre très vite quand on veut travailler avec le monde du funéraire, parce que c'est là qu'est la cible qui nous intéresse à ce moment-là. Donc, on va voir les pompes funèbres, on va voir les notaires, on va voir tout le monde. On se vend, parce qu'à ce moment-là, il faut que tu expliques ce que tu fais, que ça existe, comment tu peux aider. Puis au fur et à mesure, tu as des acteurs qui te font confiance. Mais au départ, on travaille à 3. Et justement, je fais un petit fast-forward. Aujourd'hui, vous êtes presque 100. C'est ça. Dans toute la France, dans des nouveaux locaux qui viennent d'être... Quatrième déménagement. On va également parler, vous avez fait quelques levées de fonds, des choses comme ça. Je reviens un peu sur ta casquette et votre casquette de dirigeant. Comment on absorbe cette augmentation, alors RH, de clients, parce que du coup, c'est sûrement de pair, en 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est juste énorme. Avec de l'envie, avec pas mal d'envie. C'est vrai que même souvent, on aime bien se dire, c'est bien de s'arrêter un petit peu, de regarder dans le rétro, aussi pour voir ce qu'on a réussi à monter. Typiquement, au départ, comme tu disais, première année, on est 3. Les tout premiers recrutements, on s'entoure de personnes qu'on connaît dans des domaines dont on a besoin. Donc, typiquement sur des ressources de personnes qui savent travailler sur des plateaux téléphoniques. Okay. Voilà. On va chercher des banquiers, des assureurs aussi. On leur dit tout ce que vous connaissez, on va le mettre à profit, mais en se mettant de l'autre côté. C'est-à-dire que toi, banquier, toi, assureur, tu vas travailler pour la famille, et en appelant le plateau de succession de la banque, en leur disant je sais exactement tout ce dont tu as besoin, donc je vais le faire pour la famille, et comme ça on va aller très très vite. Et on travaille de professionnel à professionnel. Donc au départ on avance, je vais dire bonhomme par bonhomme, un coup 1, un coup 2, et au bout de 2 ans on est une dizaine.
Okay. On commence à faire, alors c'est pas des levées de fonds, mais un peu de love money, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va chercher des investisseurs qu'on connaît. Au début, tu vas chercher des sous en dizaines de milliers d'euros d'abord, pour honorer les salaires que tu es en train de promettre au départ. Le temps de comprendre comment notre modèle peut exister. Tu commences à faire des prévisions, à monter un bilan prévisionnel. Alors ça, le bilan prévisionnel devient la bible d'un entrepreneur. Je souhaite à tout à chacun de découvrir un jour ce qu'est la construction d'un bilan prévisionnel. C'est quelque chose d'extraordinaire et de très compliqué. Ouais. C'est quelque chose sur lequel il faut une agilité complètement dingue, parce que au jour le jour, tu découvres que ton modèle évolue, surtout dans un secteur où tu n'as pas de comparaison à ce moment-là, toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Donc on avance comme ça. Après, la love money ne suffit plus, donc on va chercher des investisseurs qu'on appelle des business angels. Et à ce moment-là, en fait, on veut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que oui, il y a besoin de fonds, mais on a besoin de carte de visite, si je puis dire. Okay. De carte de visite, donc on veut faire ce qu'on appelle nous du cash intelligent. Ouais. On va chercher de la monnaie pour pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer et aller vers l'expansion qu'on vise. Mais à côté de ça, on va chercher des noms qui peuvent investir, mais qui peuvent aussi nous emmener vers des partenaires, ouvrir des portes, parce que ils viennent de ce milieu-là, du funéraire, et on veut tout de suite aller chercher des groupes plus importants. Parce que oui, tu fais du porte-à-porte en tant qu'entrepreneur au début, tu n'as pas le choix pour te découvrir, comprendre ton métier, le mettre en place. Et à un moment, il faut que tu prennes 50 magasins d'un coup, 100 magasins d'un coup, pour pouvoir avancer. Hein. Faire de la masse, puis... Faire de la masse, et encore une fois, on est leader de notre marché parce qu'on est tout seul et on compte bien le rester. Donc du coup, tu vas avancer très 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 vite, à la différence de trop vite, ça c'est dangereux, mais il faut avancer très très vite à ce moment-là. Donc on lève des fonds avec des premiers business angels, et à partir de là, on commence à se faire un nom et à découvrir des gros acteurs du funéraire. Okay. Où là, du coup, des enjeux commerciaux se mettent en place. On fait du planté de drapeaux un peu plus partout en France. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on met en place ce que je racontais brièvement tout à l'heure, le domicile. Okay. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, aujourd'hui en France, on a 6 pôles de direction régionale qui sont en home office quand elles doivent travailler sur leurs ordinateurs, de manière administrative pour la boîte. Mais sinon, en fait, elles ont chacune une région à travers, qui est managée par des directeurs. Et tous ces directeurs-là, en fait, managent, eux, ce que l'on appelle chez nous des chargés de relations de famille. Okay. D'accord ? Qui vont à domicile pour à peu près 30% des rendez-vous, entre 20 et 30% des rendez-vous que l'on fait aujourd'hui, pour les fractures que j'expliquais tout à l'heure, qui sont émotionnelles, digitales et géographiques. Donc c'est là que ce modèle rentre en jeu, parce que tu es en Bretagne à ce moment-là. Donc moi je suis revenu en Bretagne la première année, je l'ai fait en itinérance avec mes deux amis, en prenant l'avion tous les 15 jours pour venir dormir à Rennes, chez l'un et chez l'autre, parce que c'est à Rennes qu'on veut créer ça à ce moment-là. Il faudra juste un an pour qu'on décide avec ma femme et ma fille de remonter aux sources. Voilà. Les Bretons, pareil, il paraît que les Bretons reviennent toujours aux sources. Aujourd'hui, je peux dire que c'est vrai. Ouais. Et du coup, créer des partenariats avec des plus gros groupes, ça t'oblige à faire du national. Ouais. Alors, ça paraît fou de dire ça, parce que quand t'es entrepreneur, tu te dis pas que t'es obligé de faire du national. Tu te dis, on va faire du national, c'est génial. Tout le monde a envie de créer une boîte nationale. Mais quand t'es obligé... Ça apporte des contraintes... Des contraintes qui sont gigantesques. Mais la première contrainte, c'était... c'est une contrainte naturelle, en fait, qui fait que, oui, une personne décède à Rennes, mais les ayants droit, comme je disais tout à l'heure, par exemple pour moi, peuvent être à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Marseille, à l'étranger aussi. Ces ayants droit-là, peut-être se réunissent ou pas autour du défunt pendant un moment très court. D'accord ? Il faut être disponible, il faut pouvoir interagir avec la famille. Et quand ces ayants droit-là ne sont pas forcément autour du défunt, mais qu'ils ont besoin de toi, du coup tu vas les voir. Mais tu peux pas dire en fait que tous les ayants droit sont autour du défunt. Donc nativement, on a été obligé de faire du national.
Comment justement, je trouve ça assez intéressant sur ta notion d'argent intelligent et notamment cette recherche de business angel qui peuvent vous ouvrir des portes parce que on pourrait croire que bah, voilà, aller chercher de l'argent, c'est voilà, tout investisseur qui pourrait s'y amener. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant, mais je voulais pas revenir là-dessus, je voulais revenir surtout sur justement ce développement national parce que comme tu le dis, alors même si j'ai moi personnellement jamais vécu ça, mais je le vois aujourd'hui dans mon entreprise actuelle, le national c'est compliqué parce que bah c'est même si on peut se dire bon bah je sais pas Lyon c'est pas si loin que ça, Toulouse je vais voilà mais en fait c'est des gens différents, c'est des ambiances c'est autre chose quoi. Et quand on doit gérer à partir d'un pôle donc ici à Rennes pour vous du national et surtout aussi rapidement, ça doit apporter des contraintes juste folles en termes de recrutement, de mise en place de process, même d'esprit de boîte, des choses comme ça, quoi. C'est ça, bah, tu vois, c'est bien ce que tu dis, c'est le dernier point pour moi, au départ, c'est le plus important. C'est garder la conviction que tu as toi et faire en sorte qu'elle se répercute de manière positive tout au long de ces différents recrutements qu'on a eu à faire et qu'on continue de faire, hein, parce que les objectifs de Sorainir sont vraiment top. L'avenir est devant nous pour ça. Quand toi tu penses quelque chose, que tu as des valeurs, que tu les exprimes, il faut que le centième qui est rentré, qui ne te connaît pas au départ, comprenne que ces valeurs-là, c'est comme ça qu'on travaille ici et c'est ce qu'il faut que la famille ressente, tout simplement parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Sinon ça ne marchera pas. Comme je disais tout à l'heure sur la création d'un discours, ne va pas faire de commercial parce que toi tu estimes à ce moment-là que c'est comme ça qu'il faut faire. On sait que ça marche pas parce qu'on les a pris ces vestes-là au début. On sait que ça marche pas. Donc il faut faire en sorte que toutes ces valeurs-là fassent tache d'huile et perdurent à travers tous les recrutements que l'on a tous les jours. Donc la stratégie en fait que l'on a prise, c'est d'aller chercher des piliers, des managers en fait. Donc on a c'est une stratégie qui est top managérialement parlant. Financièrement c'est la plus compliquée parce que le manager sur les postes de direction c'est celui qui coûte le plus cher. Donc on a été chercher un DRH assez rapidement, quelqu'un qui a justement cette technique, qui a les rouages et qui connaît le fonctionnement du recrutement. Moi j'ai jamais fait de ressources humaines, j'en ai fait un petit peu mais à mon échelle, hein, j'avais 3 mécaniciens et 2 commerciaux, après c'était des saisonniers. Emmanuel et Vincent étaient salariés, donc on a tous eu des expériences de recrutement à travers nos différentes expériences, mais pas le métier. C'est un vrai métier. Donc on a été chercher un DRH en lui mettant le modèle sur la table, en lui disant qu'il fallait tout construire. On lui a montré notre business model en disant que voilà, ça va être 50, 100, 200, 300 personnes, mais dans un laps de temps extrêmement réduit. Donc c'est comme ça qu'on veut fonctionner. On a fait la même chose avec les systèmes d'information. Le digital aujourd'hui, si t'es pas à la page, bah t'es foutu. Ça va très 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 vite. Donc on a été chercher un DSI qui était habitué des grands groupes. Travaillé chez Engie, chez Karcher, chez Saint-Gobain, voilà, sur des grosses structures qui font que aller chercher à mettre en place des systèmes d'API pour te connecter aux différents logiciels de tes partenaires, pour nous, c'était du chinois au début. Donc tout ça pour dire voilà, qu'on a choisi stratégiquement d'aller d'abord chercher des piliers pour la finance aussi, parce que construire un bilan prévisionnel, c'est pareil, il faut avoir des appétences, il faut être contrôleur de gestion à ce moment-là aussi, donc on a été chercher un pilier pour l'administratif et le financier en interne. Et après, chaque pilier a construit avec nous tout ce modèle qui existe aujourd'hui pour avancer avec une gestion interne qu'on construit tous les jours. Alors je dis pas que c'est simple, hein, ça paraît peut-être simple quand je le dis comme ça, mais on est en comité de pilotage en permanence, en comité de direction en permanence. On rapporte beaucoup à nos investisseurs aussi à l'extérieur pour leur dire comment ça marche, là où ça accélère, là où ça freine, là où financièrement on est bien, là où il faut revoir la donne aussi. Quand tu es entrepreneur, quand tu es une start-up, il faut essayer. Essayer c'est top, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Ah bah, c'est surtout quand on essaye beaucoup. Quand on essaye beaucoup, voilà. Vous essayez beaucoup avant de trouver le modèle. Et encore une fois, on n'a pas d'élément de comparaison en face. Ouais.
Donc on est C'est- obligé d'essayer un peu plus que les autres. C'est un pari, c'est une décision, parce que moi je veux vraiment parler de décision. C'était pareil, ça ne l'est plus. Ouais, mais le modèle de choisir des managers, c'est une décision qui est souvent à rebours de ce qu'on pourrait faire en fait. D'avoir l'instinct de se dire bon, bah, on va prendre des petits jeunes, on va les payer pas cher, puis on va le modèle, hein, on va prendre des stagiaires et on va les charger, puis on va voir ce que ça donne. Le risque, c'est que tu te retrouves à tout faire. Ouais, mais c'est là où et c'est là où je trouve ça vachement intelligent de votre part de dire bah ok, financièrement c'était un risque, on va le prendre, on va prendre la décision de prendre ce risque et d'y aller quoi. Parce qu'aujourd'hui on voit comme où vous en êtes, enfin, c'est Ouais, payant. on avance, c'est vrai qu'on avance, bon train. On est de plus en plus confiant dans notre manière de gérer l'entreprise. Au départ, le plus dur, hein, c'est de te dire que tu pourras pas tout gérer à trois. Ça paraît bête, hein, mais lâcher les rênes, c'est un grand mot, on va dire déléguer, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Encore une fois, parce que tu veux véhiculer toutes ces valeurs-là, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui sauras comment faire. Voilà. Alors que écouter tous les acteurs aujourd'hui, tous les collaborateurs qu'on a, qui eux sont à l'écoute des familles. L'écoute, tu vois, c'est une de nos valeurs aussi, c'est extrêmement important. Et pas juste parce qu'on est au téléphone, c'est une écoute active que l'on fait. Donc, écouter nos propres collaborateurs sur ce qui se passe, sur comment il faut faire. Aujourd'hui, c'est génial. Pour nous, on aime se regarder tous les trois en disant waouh, on a des collaborateurs aujourd'hui qui font des sauts réunirs comme jamais nous, on aurait été capable de le faire. Parce qu'ils en font en permanence. Nous, on a cette satisfaction-là de dire qu'on a mis les moyens en place et les directives avec nos différents managers pour que ça existe. Mais on a des collaborateurs aujourd'hui, la plupart de nos collabs, qui savent faire du saut réunion avec personne. Et je trouve que c'est important ce que tu dis là, dans la partie délégation, comme quoi c'est compliqué de déléguer, hein, parce que c'est ce que et je reprends tes mots, c'est dur, parce qu'on se dit comme c'est sa boîte, bah, on sait que ça va être, personne ne peut le faire mieux que nous, alors que pour moi c'est pas vrai. C'est la plus grosse erreur. En fait, c'est la plus grosse erreur, ouais. et c'est ce qui souvent est limitant, alors que, moi je trouve ton retour d'expérience vachement intéressant dans le sens de dire, bah aujourd'hui on a des collaborateurs qui font mieux que ce qu'on ferait. C'est sûr. Et c'est sûr, parce que quand tu donnes l'opportunité à quelqu'un de faire 100%, je vais pas dire d'une tâche, mais 100% d'un domaine d'activité, bah ça porte un nom, hein, c'est l'expertise. Exactement. Une semaine. Tu vas mettre à un moment, tu vas mettre de l'émotion, ou par expérience, bah, tu vas revenir à tes petits et tu vas mettre du commercial. Ouais. Et ça, c'est pas bon dans ce que l'on a fabriqué en tout cas. Donc ouais. Et aujourd'hui, notre métier, c'est d'être chef d'entreprise à tous les trois. Comme je te disais tout à l'heure, on a tous les trois des domaines d'activité à l'intérieur qui sont hyper complémentaires. On se marche pas dessus, donc c'est top. Donc on se réunit tout le temps. On est amis dans la vie aussi. Donc nos femmes se connaissent très bien, les enfants aussi. Donc c'est vrai que tout le monde vit se réunir à fond. C'est vraiment une grosse aventure. C'est pas un métier qu'on a créé, hein, c'est vraiment une aventure entre amis. Et voir ce que c'est en train de devenir, c'est génial. On élargit les domaines d'activité. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que le funéraire, c'est la première cible parce que c'est là où on est le plus important. Pour pouvoir accompagner les familles, comme je disais tout à l'heure, dans un moment extrêmement compliqué. Et là où Sorénière va grandir et veut grandir, en fait, c'est qu'on veut prévenir. Ouais. On veut anticiper, en fait. Il y a des phénomènes qui existent depuis des années. Typiquement, c'est ce qu'on appelle le contrat obsèque. C'est-à-dire que arrivé à 50, 55, 60 ans, tu prends un contrat qui fait que pendant X années, tu vas payer X euros par mois et que, alors je vais le dire de manière crue, mais ton enterrement est payé. Okay. Voilà. Des choses qui sont dans les mœurs depuis des années, ça existe. Bah, si ton enterrement est payé, ce qu'on met en place, nous, c'est de dire, ok, bah alors prémunissez aussi votre famille de la lourdeur administrative qui va leur tomber dessus. Donc on fait anticiper. Et là, du coup, on élargit tout le champ des possibles pour aller travailler avec le milieu de la banque, avec le milieu de l'assurance, avec le milieu du notariat. Oui, bah oui. Voilà.
Là, du coup, on veut se retrouver à travailler le vivant pour qu'il puisse être prémuni de ce qui va se passer après un décès. Ouais, effectivement, ça ouvre des champs du possible assez folles. Ouais, parce que c'est notre manière aussi d'expliquer que ça existe. Mais encore une fois, ça fait partie de l'expansion. Mais au départ, ce qu'on travaille, c'est l'ayant droit. Hein. C'est vraiment autour du décès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un vrai chiffre. Hein. Il y a 650 000 décès par jour en France. Ça te fait entre 1500 et 1600 décès par jour. C'est énorme. Ouais, voilà. Énorme. Et on est les seuls. Donc on a déjà ce phénomène-là à tenir. Je ne veux pas dire qu'on arrivera à tout faire, mais en perspective de part de marché, pour nous, c'est... Je reviens un peu sur ce que tu me disais là à l'instant, sur la partie, vous êtes 3 associés, donc aujourd'hui vous avez cette fonction et vous prenez cette veste de directeur, enfin vous prenez ce rôle de directeur, enfin de dirigeant, pas de directeur. Ouais, de fondateur même, c'est comme ça qu'on aime ce... Ouais. Je reviens un peu à la décision justement où on a souvent l'image du dirigeant, fondateur qui décide et qui voilà, dans des réunions, des choses comme ça, qui met une direction. Vous, comment vous fonctionnez un peu en termes de direction, de décision? Tu m'as parlé de comité de direction, des choses comme ça. Il y a plusieurs strates en fait. Comme je disais, en fait, la communication, c'est extrêmement important. Donc, on aime essayer de laisser la communication se mettre en place à travers toutes les strates. Okay. Donc, d'abord, tu as les managers qui sont sur les plateaux, qui gèrent 8-10 personnes, à chacun qui ont leur propre réunion, où chaque collaborateur communique sur ce qui va pas, ce qu'il remarque sur leurs objectifs. À partir de là, ces managers-là, eux, rentrent dans ce que l'on appelle des comités de pilotage, où là, le manager travaille avec la strate supérieure qui est la direction, d'accord, pour pouvoir monter les informations à la direction et prendre aussi les informations descendantes, ce que la direction a à donner, c'est-à-dire les objectifs, les budgets, les restrictions, s'il y en a. Parce qu'au niveau de direction, on travaille beaucoup le juridique évolue en permanence aussi. Oui. Donc on redescend tout ça aux managers pour que les managers, eux, puissent travailler avec le maximum d'outils possibles avec les collaborateurs. Okay. Et une fois que les managers font ces comités de pilotage avec la direction, tu as les comités de direction, où là, du coup, tu as toutes les têtes de pont qui se retrouvent entre elles. Et les têtes de pont, même si on communique beaucoup entre nous tous les jours, là, ces réunions-là servent à ce que tous les directeurs savent vers quoi on veut tendre. Donc on leur parle des partenaires que l'on est en train de décrocher, des POC que l'on veut mettre en place, des budgets que l'on peut allouer à ce moment-là, parce que tu as toujours envie de faire plein de choses, mais pour que ce soit réalisable, il faut que ce soit finançable. Ouais. Voilà. Donc tu as la RH qui est là pour comprendre s'il y a du recrutement à faire accélérer, ou si on a assez de bonhommes. Tu as la SI qui est là à ce moment-là pour savoir si il faut aller chercher des financements supplémentaires pour que ça existe ou si on arrive à faire avec ce qu'on a. Et nous, à ce moment-là, on sert un petit peu pas de décideur, mais de balance, d'arbitrage pour prendre le pour, le contre, mettre des priorités. D'accord ? Et après, la dernière strate, c'est celle qu'on appelle le comité extraordinaire. Donc là, c'est le COMEX, où on se retrouve nous, une fois par trimestre avec tous nos investisseurs, tout le tour de table. Donc tu as des business angels et depuis le début de l'année 2023, donc depuis un an, tu as 2 fonds institutionnels. Okay. Les fonds institutionnels, c'est ce qui te permet de dire que tu fais des levées de fonds. Okay. Là, tu rentres des fonds qui sont destinés à ne faire que de la levée. Okay. D'accord ? Et qui investissent dans les entreprises. Et à partir de là, c'est pareil, ça te redonne une dimension financière, de priorité avec tes investisseurs, et tu redescends sur le comité de direction, qui va redescendre dans le comité de pilotage, vers les managers pour que tous les collaborateurs sachent où on est, quelle vitesse il faut prendre, s'il y a des moments où on peut gagner en confort sur certains sujets ou s'il y a d'autres moments où on va devoir accélérer. Donc c'est vraiment le maître mot, c'est vraiment la communication. On essaie de faire cette montée et descente d'informations en permanence de la manière la plus fluide possible. Et justement, déjà merci pour cette transparence, parce que tout le monde n'explique pas son processus décisionnel aussi clairement. C'est pas un process, hein. Enfin, pour moi c'est la définition de la communication, donc c'est ce que tout le monde devrait faire, parce que on a étudié beaucoup de modèles. Mais enfin, je veux dire, tu peux prendre l'exemple de l'éducation avec tes enfants ou même d'un couple. Hein. Si tu communiques pas, ça marche pas.
Je suis complètement d'accord. C'est pareil. Ouais. Et justement, un peu sur ce COMEX, parce que c'était une de mes questions, mais du coup, tu y as un peu répondu. Vous êtes pas juste. Parce que je reviens à cette image qu'on a du décideur qui décide tout seul. En fait, vous êtes quand même. Alors, accompagné n'est peut-être pas le terme, mais entouré de gens qui sont un peu. En fait, un peu détachés de l'opérationnel, donc de tous les jours, et qui vont pouvoir vous apporter peut-être ce recul un peu de... Il y a plusieurs niveaux d'investisseurs en fait. Et là où on est content, c'est qu'on a réussi à rassembler tous ces différents niveaux à travers chaque bonhomme. Tu as l'investisseur, comme son nom l'indique, qui est là pour investir, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'argent dans une entreprise dans laquelle il croit à travers le modèle que tu as vendu, en tout cas, ce fameux bilan prévisionnel, en disant que l'argent qu'il investit doit faire des petits. Tu as ce phénomène financier, là, qui est vraiment le premier niveau, on va dire, d'un investisseur. Après, tu as un investisseur passionné aussi, qui va retrouver du coup une expansion dans un modèle qu'il connaissait bien. Pour ça, je parlais de cash intelligent tout à l'heure, et de carte de visite, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des bonhommes qui étaient dans un milieu dont on a besoin. Donc, par émotion, par expérience, c'est une occasion pour eux d'y retourner. Donc, voilà. Donc, et l'investissement et l'émotion. Et le troisième volet, c'est l'investisseur qui a envie stratégiquement de réfléchir avec toi. Parce que c'est un entrepreneur, qu'il l'a toujours été. Et même si il est devenu investisseur, un business angel, parce que la vente d'une entreprise lui a permis à son tour de pouvoir investir pour les autres, ce que lui a fait déjà avant, où il a demandé à des investisseurs de venir l'accompagner. C'est souvent comme ça que ça marche. Et il a cette passion de la stratégie. Donc, c'est pas de l'accompagnement, l'entourage c'est bien, c'est un peu se gratter la tête tous ensemble. Après, je dirais plus juridico, pratico, on a la gouvernance. C'est-à-dire que tu fixes des règles aussi au départ avec tout le monde à travers ce qu'on appelle des pactes d'associés, où là tu dis qui prend des décisions, qui dirige, tu mets des conditions, et là après tu te retrouves avec des conditions classiques d'un tour de table pour que ça existe. Ouais, mais c'est essentiellement, moi je vois ces gens aussi, et après ça peut être des investisseurs ou pas. Et tu me diras si vous avez aussi ce type de structure, c'est parfois soit des conseils d'administration ou en fait, des personnes qui sont autour de vous et qui vous aident à réfléchir en fait, et qui vont vous apporter une réflexion et sur les décisions les plus importantes, de se dire ok, est-ce qu'on développe ce nouveau marché? Eux ils vont vous dire oui, non. Après vous êtes décisionnaire, ça c'est sûr. Bon, on est trois. Vous êtes trois des décisionnaires en plus. Déjà on est trois, donc je vois exactement ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'à trois, aller chercher de l'aide à l'extérieur, ça vient pas tout de suite. Parce que déjà t'es trois. Et déjà... trois têtes, mine de rien, ça change beaucoup de choses quand t'as trois têtes à réfléchir. Non, vers l'extérieur, je dirais plus que on va challenger l'idée ou le modèle qu'on a à ce moment-là, que ce soit pour une opération coup de poing par exemple, juste sur une mission, on va la challenger à l'extérieur. T'as des modules qui existent comme le Pool ou la French Tech à Rennes, avec qui on bosse pas mal. T'as le Village by CA aussi, t'as ce genre de choses qui regroupent beaucoup de startups et d'univers professionnels. Ça, c'est top parce que ça te permet des fois dans des accélérations dont tu as besoin, à défaut d'aller chercher du conseil, d'aller chercher des outils qui sont déjà sur étagère en fait. Oui. Et de rencontrer d'autres startups en disant j'ai besoin de ça, et le mec te dit putain c'est génial parce que moi ce que j'ai inventé c'est ça en fait, c'est ce dont tu as besoin. Donc tu cherches des connexions possibles, tu rencontres des partenaires. Donc c'est plus ça qu'on cherche à l'extérieur. Okay. Et au fur et à mesure, vraiment, on se challenge de toute façon les uns les autres, nous à l'intérieur en permanence. C'est vachement intéressant. Puis cette idée de... Moi, tu vois, j'ai connu l'entrepreneuriat où on était deux associés. C'est vrai qu'on avait ce ping-pong d'échange, mais on a été nous chercher des gens extérieurs, mais tu vois, quand je dis des gens extérieurs, on avait deux personnes qui nous accompagnaient et encore de manière séparée. Donc c'était intéressant, mais c'est vrai que je comprends qu'à trois, en fait, il y a plus d'émulsion, il y a plus ça permet de se ping-pong beaucoup plus intense. Je ne dis pas qu'on est sur un métier qui a été inventé. C'est-à-dire que quand tu vas challenger quelqu'un à l'extérieur, donc qu'est-ce que tu en penses, sa première réaction, c'est de hausser les épaules en disant moi, j'ai pas de référence. Donc je vais te donner un avis, mais après ce qu'il faut en faire, je veux bien qu'on regarde ensemble. Et c'est pour ça que je parle plus de stratégie,
pour le coup, où on aime se challenger, et beaucoup avec nos investisseurs aussi, stratégiquement parlant, pour savoir si le modèle qu'on choisit et la décision qu'on prend est la bonne, mais stratégiquement, pas par rapport à des modèles référents, parce qu'il n'y en a pas. Ouais, ça doit être... tu vois, je te livre mon impression, là, parce que je ne vais pas te cacher que je découvre, alors même si je vous connaissais un tout petit peu, parce qu'on avait déjà un peu échangé et tout ça, ça doit être... ça doit être une complexité de ne pas évoluer avec un modèle. Mais alors, c'est le nôtre. Au début, ouais. C'est complexe et ça va être c'est aussi une chance. Enfin, là, tu te dis, il y a tout à construire, quoi. Bah ouais, et tu vois, c'est comme ça qu'on a vendu aussi la carte au départ à nos postes managers, à nos directeurs, qu'on a recrutés rapidement pour qu'eux puissent développer l'activité avec nous. On a vendu cette fameuse carte blanche, quoi. Alors, on n'a pas dit tu viens chez nous et puis tu te débrouilles et on verra ce que t'en fais. On explique, comme je suis en train de le faire depuis tout à l'heure, on explique notre modèle, on explique ce qu'on veut faire, on explique les différentes valeurs que l'on veut tenir, les objectifs qu'on a, ce que ça peut représenter financièrement. Et on dit à ce directeur-là, à ce moment-là, voilà, toi par contre, le métier que tu as, tu sais mieux le faire que moi je sais pas faire. Donc on y va ensemble, go, et toi tu fais ce que tu sais faire et moi je vais t'accompagner. Ouais, c'est fort, franchement, c'est très fort, j'en suis... J'avais toujours, pour être très, très transparent, j'avais jamais rencontré ce modèle-là et c'est la première fois que je discute avec quelqu'un qui connaît ce modèle-là et qui vit ce modèle-là. Et je trouve que c'est vachement riche en ce que tu peux apporter, ce que vous pouvez apporter du coup. Donc merci déjà. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours agréable de parler de quelque chose qui te passionne. Hein. Comme je te disais, Souvenir, on le vit, on le transpire partout, dans nos familles, avec nos collaborateurs. On n'a que des collaborateurs hyper investis. On est fiers aujourd'hui d'avoir créé du sens, en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de collaborateurs qui sont venus travailler avec nous en nous disant, en fait, moi, je veux venir travailler chez Sorenia parce que j'ai l'impression que ce que je vais faire a du sens. Je vais aider. Ce ne sont pas des assistantes sociales. Je ne suis pas là pour enlever la coupe à l'assistante sociale, elle a son métier, elle le fait très bien, c'est pas ce qu'on fait nous. Mais voilà, on a ce collaborateur qui vient et qui se dit waouh, je vais donner du sens à ce que je fais, je vais aider, je vais te payer pour le faire aussi, et je veux essayer. C'est comme ça qu'on l'a beaucoup vendu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a que des collaborateurs hyper investis. Sur la prise de décision ? Ouais, dans la décision de stratégie, tu vois, dans ta vie d'entrepreneur, quel conseil tu donnerais ? Alors, je pense que c'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est de surtout pas croire que la décision que tu as prise toi, c'est la bonne. Franchement. Okay. C'est vraiment ce que j'ai appris en grandissant et c'est un maître mot et je trouve que tout le monde devrait pouvoir se dire t'as eu une idée, ouais, ok, elle est certainement géniale, prends vraiment le temps de la challenger parce que ce que tu vois, toi, on dit toujours qu'il y a une fameuse expression que tout le monde utilise, je suis la tête dans le guidon. Mais c'est une vraie expression en fait. Et quand tu es la tête dans le guidon, tu lèves pas les yeux, tu regardes pas et tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, si je pouvais dire en quelques mots, définir ça, c'est comme ça que je le ferais. Crois pas que la décision que tu as prise toi, c'est la bonne. Je pense que c'est un très très bon conseil que je ne peux qu'approuver. Donc c'est super. Et merci beaucoup Simon. Merci François. De ton temps et de grand plaisir. L'ouverture que tu as pu avoir. Merci beaucoup, puis à très vite. À très vite. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Allez, on se retrouve pour le débrief. Qu'est-ce que j'ai retenu de cet épisode ? Avant de venir sur quelques points, j'aimerais noter comme quoi ça a été un épisode, je ne sais pas pour vous, mais ultra riche. Riche en expérience, en dynamique. Voilà, j'ai adoré faire ce podcast. Simon a été hyper accessible, hyper transparent aussi.
alors que c'est un sujet non seulement difficile, mais c'est aussi une boîte où voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et il aurait pu souhaiter ne pas trop dévoiler les coulisses parce que comme ils sont seuls sur leur marché, ça aurait pu donner des idées. Mais voilà, donc Simon a été super sympa de s'ouvrir comme ça, et aussi bien sur son expérience que sur le fonctionnement de Sorinir. Voilà, ça je voudrais encore le remercier une fois, c'est très sympathique à lui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris plusieurs choses. Qu'est-ce que j'ai retenu surtout ? J'ai retenu comme quoi l'entreprise, ça vient souvent, pas forcément que d'un besoin, enfin si d'un besoin, mais la création d'entreprise et le lancement dans une entreprise n'est pas comme on l'imagine toujours, à se dire bon voilà j'ai la bonne idée, je me lance, je teste, machin. Là on a vu que, alors oui ils ont la bonne idée, mais ils la testent, puis ça vient d'expérience, puis chacun a son expérience de son côté, puis il y a des discussions entre associés, voilà, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Et ça je trouve ça vachement intéressant. Et puis en plus, après, le deuxième point que je retiens, c'est l'évolution qu'a eu cette entreprise. Et on peut voir qu'au début, ils étaient 3, ils faisaient tout, puis aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine, plus même. Et voilà, ils sont en tant que direction, et on voit cette évolution qu'ils devaient avoir, cette évolution dans la prise de décision, dans la posture, comment on s'adapte à ce fonctionnement. Et le besoin de lâcher prise. Et ça c'est le troisième point que j'aimerais souligner, et avec Simon là on en a un peu parlé, c'est cette importance de lâcher prise, une fois se dire bon voilà, j'ai des salariés, ils vont le faire mieux que moi, c'est pas à moi de le faire, moi j'ai autre chose à faire, je dois prendre de la hauteur. Et ça souvent, pour souvent échanger avec des chefs d'entreprise à différents stades, c'est souvent un bas qui blesse. Moi-même, je l'ai expérimenté, de vouloir tout faire tout le temps. Non, il faut faire confiance aux chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise doivent faire confiance à leurs salariés. Et alors, ça ne veut pas dire que ça n'exclut pas du contrôle, des choses comme ça, mais voilà, il faut laisser faire et sûrement ils le feront mieux que vous. Donc voilà un peu les 3 grands points moi que j'ai vraiment bien retenu et les enseignements. Et que j'ai trouvé très très intéressant. Alors il y a plein d'autres choses, je pourrais bien sûr citer plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là, du moins pour ma part. Allez, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode, comme j'avais pu l'aimer, et puis je vous dis à très vite. Salut. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.